Aujourd'hui, on parle d'un sujet puissant, essentiel, se regarder en face. C'est un acte qui demande du courage, de se regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais parfois, c'est notre corps qui nous oblige à regarder. Ce qui arrive avec l'épuisement. Parfois, on pense qu'on peut continuer, qu'on peut tout faire, qu'on est intouchable, qu'on peut tenir jusqu'au bout, jusqu'au jour où tout s'arrête, tout s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de nous? Dans cet épisode, on va parler de l'épuisement. C'est ce qu'on appelle de nos jours le burn-out. C'est quelque chose d'important de se regarder et de comprendre surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos ressentis, d'arrêter de toujours penser qu'on est le plus fort. Aujourd'hui, je reçois Marion pour en parler de ça, d'une expérience personnelle, et je suis aussi très reconnaissante de pouvoir faire ça aujourd'hui avec elle. Merci Marcella de m'accueillir. Alors, on va parler d'abord de se regarder en face. Est-ce que c'est si inconfortable? Est-ce que tu penses que c'est inconfortable? Ou c'est facile ou c'est difficile? Comment tu vois cette action? Alors, se regarder en face, je pense que ça dépend un peu d'où on en est dans sa vie. Si je réfléchis moi maintenant, là je viens d'avoir 41 ans, il y a des périodes où ça aurait été plus ou moins facile. Et je crois que c'est un peu en lien avec l'alignement que j'ai dans la vie, en fonction de savoir si je suis en phase avec ce que je veux, mes valeurs, etc. Et clairement, dans la trentaine, je l'étais moins qu'aujourd'hui. Donc je crois que ça dépend aussi de l'instant où où on regarde, du moment où on regarde. Ok, mais est-ce que tu penses que maintenant, avec du recul par rapport à la situation ou l'expérience vécue, est-ce que tu penses que cet épuisement que tu as pu vivre, est-ce que c'était pas vraiment plutôt une chance que quelque chose d'une expérience négative? Si, clairement. Ouais. Clairement, ça a été une super chance. Ça a été une super chance parce que je crois que quand on est dans une situation de burn-out, tout se déconstruit, tout s'écroule un peu. Mais donc, quand ça s'écroule, c'est difficile. Mais par contre, c'est une chance de pouvoir reconstruire quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec nous. Et clairement, quand j'ai reconstruit beaucoup plus alignée, j'ai changé de travail, je me suis rendu compte de toutes les aberrations, toutes les injonctions en fait que j'avais absorbées et qui ne me correspondaient pas. Et donc ça, j'en ai profité pour m'en délester au moment du burn-out. Donc oui, ça a été une chance de pouvoir, un peu comme un train qui change d'aiguillage, de pouvoir changer en cours de route. Même si ça se fait un peu dans la violence, malgré tout, c'est une super chance. Je suis tellement contente d'être passée par là. Ouais, clairement. Alors moi, je n'ai pas une expérience personnelle. J'ai vécu des moments de fatigue extrême, d'épuisement dû à différentes actions que je faisais à ce moment-là. Donc je comprends, mais je pourrais pas partager quelque chose d'expérience personnelle du vécu. Par contre, j'ai vu autour de moi des personnes vraiment s'effondrer, s'éteindre, comme ça, comme si on éteint la lumière dans une chambre. Et ça faisait vraiment mal au cœur de le voir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais, par exemple, si autour de toi, tu vois quelqu'un qui est, on va dire, au bord de la rupture de la connexion entre lui et sa personne et son être, est-ce que tu pourrais les reconnaître, par exemple, ces personnes? J'ai l'impression d'avoir développé cette sensibilité-là, oui, de pouvoir me dire t'es vraiment pas sur ton chemin, mais parce que c'est toujours plus facile de l'extérieur. Je pense que je pourrais les reconnaître, en tout cas en partie, parce que je vais déceler des choses dans le discours où il y a une dissonance entre ce qui se dit, ce qui se vit. Ouais, je pense que ça peut m'aider aujourd'hui. Et donc, en parlant de ça, on pourrait aussi alors dépister ou juste mettre en catégorie, par exemple, quels sont les signes qu'on pourrait voir directement sur les signes de l'épuisement, de burn-out. Alors, je pense que ça se fait vraiment crescendo et qu'au démarrage, c'est des tout petits signes. Là, pour le coup, je crois qu'il y a vraiment autant de burn-out qu'il y a de personnes. Ouais. Certains, c'est vraiment une fatigue mentale. Ouais. Certains, c'est plus une fatigue physique. Clairement, si je parle de mon expérience, ça a été une fatigue physique, mais vraiment poussée à l'extrême. Mais par contre, d'un point de vue mental, j'ai eu la chance, entre guillemets, là-dessus, que mon mental me lâche pas. J'ai gardé espoir, entre guillemets. Mais par contre, mon corps, j'ai été beaucoup trop loin. Et donc, j'ai passé à la fin, donc j'ai fait... Et en plus, j'ai rien voulu voir comme signe. Quand tu parles des signes, typiquement, moi, les signes ont été des débuts d'insomnie,
Parce que, alors au début, c'est pas une insomnie, c'est parce qu'on travaille tard et qu'on travaille tard plusieurs jours, etc. C'est une accumulation de fatigue. Mais physiquement, il y avait par exemple, je me souviens, j'étais tombée. 2 fois, j'étais tombée. Tomber, quand on est adulte, c'est quelque chose qui arrive plus. J'aurais dû me dire, mais t'es fatiguée, c'est pas normal si tu sais pas prendre un escalier. Et donc, la fatigue physique au fur et à mesure, mais à la fin, quand vraiment donc j'ai fait 2 SAMU quand même. 2 SAMU pour... Tu pourrais juste dire qu'est-ce que c'est SAMU pour oui, pardon. En France, c'est les services de secours, les pompiers. Juste préciser. Merci. Et donc, ils m'ont dit à chaque fois, repose-toi. Et non, le lendemain, j'avais des réunions, des trucs, et donc, no way, je me repose pas. Mais par contre, je suis passée outre tous ces signaux. Donc, je pense que là, vraiment, les signaux sont vraiment personnels en fonction de l'histoire. Mais c'est vraiment important d'être focus là-dessus. Parce qu'à la fin, moi, je me suis retrouvée vraiment à plus pouvoir marcher physiquement. J'ai vraiment passé une semaine à 4 pattes. Donc, c'est bien alors ce qu'on dit que ton corps... il s'éteint en fait. Je crois que j'avais avant l'impression dans cette vie qui était vraiment pas alignée d'être un peu... je me souviens de cette chanson qui dit « Je suis comme un néon éteint ». C'est une chanson française, bref. Et donc j'étais vraiment ce néon éteint parce que j'étais pas en phase. Cette vie me correspondait pas vraiment. Donc... Mais par contre, c'est physiquement, genre, comment dire, je sais pas, sur une image de batterie qui est remplie sur ton iPhone, c'est même plus que ça clignote, c'est juste, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout de jus. Mais moi, comme je l'avais dit et comme je le dirai toujours dans mon podcast, c'est vraiment des réflexions profondes et notre point de vue personnel sur les sujets dont on va aborder. Dans cette idée-là, donc moi par exemple, je pense que l'épuisement, le burn-out, ça arrive effectivement comme une chance de regarder, de s'analyser, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais bien faire autrement? Et le burn-out, ça peut être en différentes catégories. On peut avoir un burn-out au travail, au maternel, paternel, bref, ça peut être dans différentes sphères. Et comme tu as dit très bien, chaque personne peut vivre un burn-out complètement différent d'une autre en fonction de la personne qu'elle est aussi. Mais est-ce que de là, j'aimerais bien aborder une autre question, c'est est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi une question de... j'aime bien appeler ça qu'on vit dans une société de trop, de overthinking, overdoing, on pense trop, on doit trop faire, on doit trop consommer, on doit trop travailler. En fait, il y a trop de choix, trop de pression, Est-ce que c'est pas vraiment un impact carrément sur notre santé mentale, émotionnelle, physique? C'est pas vraiment une raison ou une cause ou quelque chose qui va causer cet épuisement qui nous épuise. Alors moi je dirais clairement le trop, ça a été... c'est clair que ça a été une des causes. J'ai trop travaillé. Là pour le coup moi c'était un burn-out professionnel et j'ai trop travaillé. J'ai cru que j'étais invincible, que je pouvais tout prendre, accepter des contrats à gogo et finalement non. Physiquement, de toute façon, c'est pas possible. Les journées font 24 heures. Et donc effectivement, je pense que ce burn-out finalement m'a sorti du trop, a créé cet espace où de toute façon, physiquement, j'étais out et donc j'avais le temps de me poser. Tant que j'aurais jamais, difficilement pris au quotidien parce qu'on est dans cette course, et voilà, et pour le coup j'étais dans trop de contrats et donc ça a permis de créer une bulle comme ça où on se pose des bonnes questions. Et puis c'est aussi une bulle où malgré tout il n'y a plus d'énergie quand j'étais à zéro. Et en fait je me souviens avoir ce sentiment de me dire je n'ai de l'énergie que pour ce qui est juste. Et c'était vraiment, dans mon mental, c'était assez clair. Et genre, vraiment, quand je recommençais à marcher, parce qu'au début, je m'évanouissais quand j'étais en position debout, j'avais l'impression que tout ce qui me faisait vraiment envie, ce qui m'animait vraiment, était beaucoup plus facile. Donc effectivement, bien sûr, on a toujours plus d'énergie, mais c'était devenu très clair. Et vu que j'avais plus beaucoup d'énergie, j'avais pas l'énergie pour ce trop. Je devais justement choisir au milieu de plein de choses. Et ça, c'est super intéressant parce que les choix que tu fais là sont des choix hyper porteurs. Et du coup, je repense à quelque chose que j'ai déjà entendu parler autour de moi. Si on parlait de l'épuisement, du burn-out, c'est quelque chose que je déteste entendre, mais c'est une réalité finalement. Donc, on va aborder carrément aussi les choses qu'on n'aime pas vraiment, mais c'est pas
il y a on va dire, il y a des gens qui voient dire encore, et ça fait un peu mal à entendre aussi, c'est qu'ils voient, ils essaient de dire que l'épuisement, le burn-out, c'est juste quelque chose qu'on a inventé. Donc les personnes qui sont en train de vivre une expérience pas très agréable, du coup ils vont s'enfermer encore plus. Et au lieu de dire que ça va pas, au lieu de dire qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés, c'est directement vu comme quelque chose de « il est faible, il est pas assez ». Enfin, vraiment, c'est devenu comme un critère, comme quoi, si tu as ça, tu n'es pas fait pour vivre dans cette société maintenant. Donc, genre, carrément, on va te enfermer dans des cases. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien éviter, et que les gens essaient de se dire écoute, je vais pas très bien maintenant en ce moment, ça veut rien dire, on peut pas se baser sur juste un ressenti ou juste une expérience. Et finalement, moi j'ai toujours pris toutes mes expériences comme quelque chose que je pourrais vraiment apprendre et évoluer à partir de ça, et pas à regarder en arrière me dire ah là là, ça j'ai fait, c'est vraiment une erreur. Non, finalement ça fait partie de notre vie. Donc c'est pas vraiment. Est-ce que toi, dans ton vécu, déjà c'était à combien des années? J'avais 27 ans. 27 ans. Donc à 27 ans, ouais. Vivre ça, c'est quand même jeune. Est-ce que tu t'es critiqué à ce moment-là? Est-ce que tu l'as vu comme quelque chose que ça peut pas m'arriver à moi? Non, je peux pas faire ça. Bien sûr, j'ai jamais pensé. Je me sentais. Sinon, j'aurais pas été jusque là. Je me pensais vraiment. Aller un peu au-dessus de tout ça. Et d'ailleurs, c'était assez... Quand tu dis qu'est-ce que ça apprend, moi, ça m'a clairement appris l'humilité. Oui. Arrête de croire que tu peux tout faire, que tu peux... Et donc oui, ça a changé. Alors après, sans s'enfermer dans une case, c'est vrai que ça transforme. Malgré tout, après mon burn-out professionnel, on m'a pas eu une deuxième fois. Maintenant, j'ai des red flags, quoi. Je sais que j'ai cette tendance à travailler un peu trop et à avoir... voilà, quand je suis intéressée par le sujet, maintenant, je vais moi-même me mettre des red flags. Ok, maintenant, à tel moment, t'arrêtes, etc. Et encore aujourd'hui. Parce que je sais que j'ai cette espèce de pente glissante où je pourrais aller retourner vers un épuisement si je me laissais un peu aller à ma nature de bosser, parce que je vais être intéressée, je vais bosser le soir et tard, et hop, j'ai encore une idée la nuit, etc. Oui. Et comment tu fais donc? Du coup, c'est la question suivante. On va dire quelles sont tes actions maintenant, vraiment dans ton quotidien maintenant, que tu mets en place pour justement éviter de retomber dans quelque chose de plus négatif, de plus, de moins confortable en tout cas? Alors moi j'en ai plusieurs et je change à chaque fois. J'ai l'impression de changer, en tout cas depuis, maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Par exemple, là typiquement, je travaille sur un projet, c'est les vacances scolaires. Ouais. Ma fille qui n'était pas à l'école y est en ce moment, et donc je veux profiter des vacances. J'ai pas du tout travaillé pendant les vacances. J'ai du mal, et ça encore aujourd'hui, je sais que j'ai du mal avec ce côté travailler un peu. Travailler 1 heure ou 2, parce que si je travaille 1 heure ou 2, je vais brancher mon cerveau sur cette fréquence-là, et je vais avoir du mal à déconnecter. Et donc à ce moment-là, je fais le choix de dire ok, pendant 10 jours, tu touches à rien, tu ne touches pas à ton ordinateur. Parce que je me connais et que j'ai cette pente-là glissante. Donc ça peut être ça, par exemple. Ça peut être... au démarrage, par exemple, c'était je veux pas retrouver de boulot, et ça a été un peu épidermique, mais je veux pas retrouver de boulot qui m'intéresse autant ou qui sont autant prenants. Mais ça, c'est difficile parce que bien sûr qu'on a une vie, on a envie de faire des choses qui nous animent à fond, sinon c'est moins drôle. Donc par exemple, j'ai bloqué sur le temps. Typiquement, un des boulots que j'ai repris après, je me suis fixé une limite horaire. À telle heure, je suis partie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que la réunion soit catastrophique, je suis partie. Donc c'est un peu allumer des garde-fous comme ça pour dire attention. Et après, mon entourage était aussi au courant. Mon homme actuel qui a vu la fin du burn-out, il va être attentif à ça, à me dire oh, cool, relax, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Ou typiquement, je me mets pas de planning. Je sais que j'ai cette tendance à travailler trop, je vais pas en plus en rajouter avec des échéances qui vont me mettre en plus la pression. Donc voilà, c'est vraiment... Mais ça, c'est personnel. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un planning, eux, pour se motiver. Moi, c'est justement pour me freiner, quoi. Dans ce que tu viens de dire, du coup, ça m'a permis d'improviser sur le sujet. Donc, ton compagnon actuel, vous êtes rencontrés au moment on va dire la fin de ton burn-out, c'est ça? Ouais, une des conséquences. Je prenais une année sabbatique justement parce que pour couper avec la routine et sortir de Et tu penses ça. Pas maintenant qu'avec du recul et avec l'effet miroir que tu pourrais regarder, tu penses pas que le rencontrer à ce moment-là de ta vie
est-ce que c'est pas vraiment on va dire un cadeau de la vie? Mais en ce moment-là, pourquoi elle est arrivée à ce moment-là? Je crois c'était là pour le coup, c'était écrit. Je crois qu'il était pour moi. Je l'ai rencontré à l'autre bout du monde, donc je crois que là pour le coup, j'aurais pas pu. Non, je pense que c'était clairement une chance. Et puis je crois qu'aussi on attire en fonction de ce qu'on dégage. Et j'étais dans cette énergie de je veux me connaître, je veux me rapprocher, je veux me construire une vie qui me ressemble. Oui. Et donc je crois qu'à ce moment-là, on attire les gens donc qui tu t'es connecté plus à toi-même, à ta personne que tu es vraiment, sans les masques, sans les filtres de la société, genre je suis Marion qui doit travailler à fond, 100%, qui doit faire que des chiffres pour ma société. Donc vraiment tu t'es connecté à toi, tu étais la vraie personne. Et donc du coup ça a permis d'ouvrir ton cœur et rencontrer l'amour à ce moment-là. Ouais, à fond. Ça m'a permis je crois, de reconnecter avec le passé sur par exemple, je me suis remis à monter à cheval, qui était une de mes passions petites. Et j'avais même appelé mon entreprise du nom d'un de mes chevaux préférés de mon enfance. Et je me retrouve dans une vie de business où j'ai même plus le temps de monter à cheval. Ouais. Et à un moment, ça m'a sauté aux yeux pendant mon burn-out. Je dis, mais enfin, comment ça se fait que ton entreprise, ton business au quotidien porte le nom d'une passion que tu n'as même plus le temps de pratiquer. Ouais. Donc je me suis remis à monter à cheval. Je l'ai rencontré d'ailleurs en remontant à cheval. Et donc ça m'a reconnecté au passé et ça m'a connecté au futur parce que je savais un peu plus où j'allais. Ouais. Et pour le coup, c'était encore flou parce que j'étais en reconversion, etc. Mais au fond de moi, j'avais reconnecté avec qui j'étais. Ouais. Et moi, j'avais une autre question préparée. Est-ce que de nos jours, souvent, j'entends, quand on parle de l'épuisement encore, moi, par exemple, aussi, vu que j'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vécu ça, maintenant, j'essaie aussi d'observer plus, m'observer moi, mais observer aussi les autres, beaucoup plus attentivement, en tout cas. Et donc, par exemple, j'ai déjà entendu souvent des personnes autour de moi me dire, je le fais une petite réflexion en disant, regarde, je pense que, voilà, je te donne un conseil et tout, mais la première chose que je vais entendre, ça c'est les personnes qui ne sont pas encore prêtes à se regarder en face. La première chose qu'ils vont dire, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, mais toi, tu as le temps, moi, j'ai pas le temps. Comment aborder ce sujet de j'ai pas le temps dans une société qu'on doit courir carrément pour faire tout, pour arriver à faire tout, pour être, comme j'ai dit, être maman, avoir une vie sociale, être une amie aussi, faire des activités, on veut tout faire. Comment gérer cette question de temps? Est-ce que... ça recoupe aussi le trop, vouloir trop faire. Ouais. Après ça, je pense que vraiment cette idée de vivre un peu plus au ralenti, elle s'ancre de plus en plus dans la tête des gens aujourd'hui. Moi, clairement, j'ai découvert et j'apprends au quotidien. Maintenant, je sais que le temps, c'est un luxe. Et donc, j'essaye de le ralentir autant que possible. Je trouve que les enfants aident aussi beaucoup. Moi, ce qui a beaucoup travaillé mon rapport au temps, c'est la naissance de mes enfants. Okay. Parce qu'on peut passer 10 minutes à regarder une fourmi, quoi. Et dans une vie où on vit à 100 à l'heure, se reconnecter à ça et vivre au rythme d'un enfant, en regardant le monde avec ses yeux à lui, je trouve que ça permet de ralentir. Ouais. Moi, en tout cas, ça a vraiment été un premier jalon pour un peu sortir de cette course et aussi poser les téléphones. Enfin, clairement, quand je vois, on n'a pas assez de temps, mais maintenant, typiquement, c'est un deal avec ma fille, je mets mon téléphone, même quand je conduis, je suis trop d'amende, voilà. Dans la boîte à gants, parce que finalement au feu rouge on a envie, on a quoi au feu rouge, on a même pas une minute quoi, et t'as quand même envie d'occuper cette minute, donc vraiment essayer de mettre des ne rien faire quoi. Mais exactement dans cette question de voir le temps passer, les gens qui vont dire non j'ai pas le temps, mais en même temps et c'est pas vraiment éviter plutôt de se regarder, de plutôt s'écouter, de plutôt faire quelque chose juste, et pas vraiment. Souvent, c'est vraiment pas question de faire, c'est juste être là, juste se poser, juste respirer parfois. Et nous, ce qu'on fait, et je pense qu'on est tous dans la même situation, c'est qu'on va aller scroller sur les réseaux sociaux, on va regarder de Netflix en boucle, tout ça juste pour éviter ou s'écouter
et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que finalement, c'est pas confortable. Parfois, on le sait que oui, il faut le faire, j'ai entendu tel ou tel, elle a vécu un épuisement, elle a un burn-out, mais ils sont faibles, moi ça va jamais m'arriver, mais en même temps, on est en train de faire exactement les mêmes schémas que les autres ou certaines personnes avec qui on va se comparer. C'est pas aussi la pression de toujours se comparer avec les autres, même dans l'épuisement, même dans le mal, on se dit ce qu'elle a vécu, je pourrais pas le vivre, moi je pourrais pas le vivre de telle manière. Donc c'est vraiment une question de temps, ou plutôt de l'inconfort. Pourquoi tu penses que c'est vraiment inconfortable? Mais déjà parce qu'on est une société qui valorise le faire. Ouais. On n'a jamais valorisé le fait de ne rien faire. Au contraire, quand t'es petit, déjà les enfants peuvent dire je m'ennuie, mais indépendamment de ça, si tu fais rien, t'es un peu feignant, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Donc on est déjà. Et qu'est-ce que tu réponds de nos jours à quelqu'un qui va dire mais comment ça tu fais rien de ta journée? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas répondre à ça? Ça me ferait sourire. J'aimerais bien. J'arrive pas encore à en être là, à rien faire de ma journée, mais je trouverais ça génial. C'est génial une journée où tu peux avoir le. Je trouve que maintenant le temps, on nous le donne plus. Ouais. Il faut le prendre et c'est pas facile parce qu'on nous aide. On nous donne 15 milliards de trucs et les réseaux sociaux en sont aussi. Donc moi, quelqu'un qui arrive à me dire j'ai pris le temps toute la journée, je trouve ça génial. Ouais. Parce que chaque journée compte. Et donc ça, je trouve qu'aussi avec les enfants, on le voit, quand ces enfants qui grandissent si vite, ça aide un peu à se dire, ok, profitons. Parce que le temps passe, quoi. Ouais, j'avoue que moi je suis passée aussi je suis tombée aussi dans le piège de vouloir en faire trop, dans le sens, une fois que je suis devenue maman, j'avais l'impression que ok, maintenant c'est maintenant ou jamais où je dois tout faire. Je dois faire toutes les formations du monde, je dois me... J'ai une bibliothèque entière de livres. Je dois lire tout, surtout je dois lire tous les livres, mon Dieu. Oui, celui-là, je dois l'acheter. Oui. Enfin, vraiment, je me suis épuisée à faire plein de choses où finalement, le soir, je me couchais et je comprenais même pas. Je disais, je suis fatiguée, j'étais vraiment fatiguée à un point où j'arrivais même pas à m'endormir, je comprenais même pas pourquoi. Je me dis, mais c'est pas possible, pourtant t'as rien fait de ta journée. Mais si tu penses maintenant, avec du recul, avec tout ce que tu as pu faire dans une journée, et comment tu as surtout complètement, ton mental, il est devenu, s'il peut aller jusqu'au 100, tu étais à 200 à l'heure, juste pour pouvoir avoir cette pression de j'en fais trop. Ah oui, attends, parce que je ne travaille pas en ce moment, parce que j'avais par exemple ma fille qui était toute petite, qui venait d'être arrivée dans ce monde. Les premiers mois, j'en fais des tonnes. Ouais, c'est pas facile de sortir du fer. Après, c'est vrai que j'étais pareil, j'ai lu aussi énormément. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un truc à déconstruire pour pouvoir profiter du temps. Et aussi, quand on parle de se regarder en face, c'est aussi parce qu'on se déconnecte de notre intuition. Parce que finalement, moi aussi, j'ai lu des tonnes de livres sur la parentalité. Mais il suffisait aussi que je me pose un peu avec moi-même. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Parce que c'est bien de lire 15 livres, mais c'est parce qu'on se regarde pas souvent nous, on se déconnecte un peu de notre intuition, notre confiance. Parce qu'on est de toute façon la meilleure maman pour son enfant. Donc je crois que c'est aussi parce qu'on s'écoute pas assez. En tout cas, moi je vois que maintenant j'ai un deuxième. Bon, je vais pas relire les mêmes livres que j'ai déjà lus, même s'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Mais je me connecte beaucoup plus à mon bon sens, quoi. Et je me remets au centre dans les décisions. Avant, j'allais... Ça aussi, c'est... Pour moi, ça aide parce que ça permet de gagner du temps. Mais si je dois prendre une décision aujourd'hui, j'essaye de plus en plus d'arrêter de regarder à l'extérieur comme je faisais avec les livres. Et je me dis, ok... Qu'est-ce que toi, c'est quoi ta réponse à toi? Parce que les autres vont dire. Et des fois, si par exemple c'est trouver une solution, ça n'existe pas, je vais pas aller voir ce qui existe en me disant tiens, je vais prendre la meilleure solution. Non, je vais me poser avec moi, définir ce que je cherche, un idéal, et ensuite voir comment je peux m'ajuster dans la vraie vie, quoi. Moi j'avais noté aussi les signes qu'on peut voir. Si par exemple maintenant on voit autour de nous une personne qui est en train d'être dans une situation complètement inconfortable, est-ce qu'on pourrait le dire que les signes sont bien évidemment une fatigue extrême, ton corps qui te lâche carrément, tu as mal partout, tu as envie de pleurer, tu pleures beaucoup, tu as un sentiment de vide, d'être complètement déconnecté de tout, d'être irrité aussi, hypersensible. Tout ça, c'est des migraines, des douleurs, tous les douleurs. Et tout ça, c'est des signes
qui crient, enfin qui sont en train de crier dans notre corps, écoute-moi, genre je suis là, fais quelque chose, juste reconnecte-toi à moi. C'est vraiment des cris ton corps qui te parle. Moi aujourd'hui je voulais, pour terminer cet épisode avec toi, j'aimerais bien faire un petit jeu. J'appelle ça le défi du miroir. Si par exemple, imagine Marion, toi Marion, en 7 ans, d'ici là, si maintenant tu pourrais te regarder dans le miroir, qu'est-ce que tu pourrais dire à Marion qui est là, maintenant, avec moi, dans cette vie, après avoir vécu ça, et en sachant tout ce que tu as pu accumuler comme information, comme expérience à partir de ce moment-là de ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je crois, fais confiance. Fais confiance, ça va aller. Vraiment, écoute-toi, fais-toi confiance et reste connecté à toi. Ça serait vraiment les choses les plus précieuses, surtout que je sais que ça va rouler. Et accepter l'inconfort. Je crois qu'à un moment donné, c'est ça aussi, se faire confiance, c'est aussi accepter de temps en temps que voilà, c'est une période qui est pas facile, qui bouge, mais qu'il va y avoir du bon après. Rester connecté et à soi et à l'espoir et à la confiance que ça va aller. Et que c'est juste, quoi, que ce qui se passe, c'est pas pour rien, c'est pas une souffrance inutile. Oui. Ça, oui, à fond. Voilà. Super, merci beaucoup. Et je veux juste rajouter que, effectivement, si on pourrait faire comme un résumé de l'épisode, ça sera vraiment... En fait, regardez cet épisode comme une invitation à juste s'écouter, se regarder et surtout ne pas avoir peur, ne pas se dire c'est inconfortable, j'y vais pas. Non, c'est vraiment là que tout ça se passe. C'est là qu'il y a un déclic qui fait que à partir de là, on a cette chance, effectivement. C'est comme une porte qui s'ouvre vers un nouveau monde, un monde où on peut être beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux en général. Et donc, vraiment, ne pas avoir peur et juste se faire confiance et faire confiance à la vie et se dire « Ok, c'est bon, j'y vais. » Voilà. Merci beaucoup, Marion. Je suis très heureuse d'avoir fait le premier épisode avec toi. Ça fait des tonnes, de très longtemps qu'on parle de ça. Donc, je te remercie beaucoup et peut-être à une prochaine fois. Merci. Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast.